Les 6 compagnons qui viennent à bout de tout. Il y avait une fois un homme qui était habile à tous les métiers. Il se fit soldat et servit bravement. Mais quand la guerre fut finie, il reçut son congé avec 3 deniers de frais de route pour regagner ses foyers. Tout cela ne lui convenait pas, et il se promit bien, s'il trouvait seulement des compagnons, de forcer le roi à lui donner tous les trésors de son royaume. Il prit, tout en colère, le chemin de la forêt. Et là, il vit un homme qui venait de déraciner 6 grands arbres avec la main, comme si ce n'eût été que des brins d'herbe. Il lui demanda « Veux-tu me suivre et être mon serviteur ?»« Volontiers, » dit l'autre, « mais d'abord, il faut que je porte à ma mère ce petit fagot. » Et prenant un des arbres, il en fit un lien autour des 5 autres, mit le fagot sur son épaule et l'emporta ainsi. Ensuite, il revint trouver son maître qui lui dit « À nous deux, nous viendrons à bout de tout. » À quelque distance de là, ils rencontrèrent un chasseur qui était à genoux et qui tenait sa carabine en joue. Le soldat lui demanda « Chasseur, que vises-tu donc ainsi ?» Il répondit « Il y a une mouche posée à 2 lieues d'ici sur une branche de chêne. Je veux lui mettre du plomb dans l'œil gauche. »« Oh, viens avec moi, dit le soldat. À nous 3, nous viendrons à bout de tout. » Le chasseur le suivit et ils arrivèrent devant 7 moulins à vent qui tournaient avec rapidité. Cependant, on ne sentait pas un souffle de vent à droite ni à gauche et aucune feuille ne remuait. Le soldat dit « Je ne conçois pas comment ces moulins peuvent marcher, l'air est entièrement immobile. » À 2 lieues plus loin, ils virent un homme qui était monté dans un arbre. Il tenait une de ses narines bouchée et de l'autre il soufflait. « Que diable souffles-tu là-haut » lui demanda le soldat. « À 2 lieues d'ici, répondit-il, il y a 7 moulins à vent. Comme vous voyez, je souffle pour les faire tourner. »« Oh, viens avec nous, dit le soldat. À nous 4, nous viendrons à bout de tout. » Le souffleur descendit de son arbre et les accompagna. Au bout de quelque temps, ils virent un homme qui se tenait sur une seule jambe. Il avait décroché l'autre et l'avait posé à côté de lui. « En voilà un, dit le soldat, qui veut se reposer à coup sûr. »« Je suis coureur, répondit l'autre, et pour ne pas aller trop vite, je me suis décroché une jambe. Quand je les ai toutes les 2, je devance les hirondelles. »« Oh, viens avec moi, dit le soldat. À nous 5, nous viendrons à bout de tout. » Il alla avec eux, et peu de temps après, ils rencontrèrent un homme qui avait un petit chapeau posé tout à fait sur l'oreille. Le soldat lui dit « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous feriez mieux de mettre votre chapeau plus droit, car vous avez tout l'air ainsi d'une tête à grelots. »« Je m'en garderai bien, dit l'autre. Quand je mets mon chapeau droit, il vient un tel froid que les oiseaux gèlent en air et tombent morts par terre. »« Oh, alors viens avec moi, dit le soldat. À nous 6, nous viendrons à bout de tout. » Tous les 6 entrèrent dans une ville où le roi avait fait publier que celui qui voudrait lutter à la course avec sa fille l'épouserait s'il était vainqueur, mais aurait la tête tranchée s'il était vaincu. Le soldat se présenta, mais il demanda s'il pouvait faire courir un de ses gens à sa place. « Sans doute, répondit le roi, mais sa vie et la tienne serviront de gage, et s'il est vaincu, on prendra votre tête à tous 2. » Les choses étant ainsi convenues, le soldat ordonna au coureur d'accrocher sa seconde jambe et lui recommanda de courir sans perdre de temps et de ne rien négliger pour remporter la victoire. Il était décidé que le vainqueur serait celui des concurrents qui rapporterait le premier de l'eau d'une fontaine située loin de là. Le coureur et la fille du roi reçurent chacun une cruche et partirent en même temps. Mais la princesse avait fait quelques pas à peine qu'il était hors de vue, comme si le vent l'eût enlevé. Il fut bientôt à la fontaine, il remplit sa cruche et se remit en route. Mais au milieu du trajet, il se sentit fatigué, et posant la cruche à terre, il se coucha pour dormir un somme. Seulement, il eut le soin de mettre sous sa tête un crâne de cheval qu'il trouva par terre, afin que la dureté du coussin ne tardât pas à l'éveiller. Cependant, la princesse, qui courait aussi bien que peut le faire une personne à l'état naturel, était arrivée à la fontaine, et elle se hâtait de revenir après avoir rempli sa cruche. Elle rencontra le coureur endormi. « Bon, se dit-elle joyeusement, l'ennemi est entre mes mains. » Elle vida la cruche du dormeur et continua son chemin. Tout était perdu. Si par bonheur le chasseur,
posté sur le haut du château, n'avait pas vu cette scène avec ses yeux perçants. « Il ne faut pourtant pas, se dit-il, que la princesse l'emporte. » Et d'un coup de sa carabine, il brisa sous la tête du coureur et sans lui faire aucun mal, le crâne du cheval qui lui servait d'oreiller. L'autre, se réveillant au sursaut, s'aperçut que sa cruche était vide et que la princesse avait déjà pris une grande avance. Mais sans perdre courage, il retourna à la fontaine, remplit de nouveau sa cruche et fut encore arrivé au terme de sa course 10 minutes plus tôt que la princesse. « À la fin, dit-il, j'ai vraiment remué les jambes. Ce que j'avais fait auparavant, je n'appelle pas cela courir. » Mais le roi et sa fille étaient furieux de voir que le vainqueur était un misérable soldat licencié. Ils résolurent de le perdre, lui et tous ses compagnons. Le roi dit à sa fille « J'ai trouvé un bon moyen. N'aie pas peur, ils n'échapperont pas. » Puis, sous prétexte de les régaler, il les fit entrer dans une chambre dont le plancher était en fer, les portes en fer, les fenêtres en fer. Au milieu de l'appartement était une table chargée d'un repas somptueux. « Entrez, leur dit le roi, et régalez-vous bien. » Et quand ils furent dedans, il fit fermer et verrouiller toutes les portes en dehors. Puis il donna l'ordre à son cuisinier d'entretenir du feu sous la chambre jusqu'à ce que le plancher de fer fût tout à fait rouge. L'ordre s'exécuta et les 6 compagnons qui étaient à table commencèrent à avoir chaud. Ils crurent d'abord que cela venait de l'activité avec laquelle ils mangeaient, mais la chaleur augmentant toujours, ils voulurent sortir et s'aperçurent alors que les portes et les fenêtres étaient fermées et que le roi avait voulu leur jouer un mauvais tour. « Mais son coup sera manqué, dit l'homme au petit chapeau, car je vais faire venir un froid devant lequel il faudra bien que le feu recule. » Alors, il posa son chapeau tout droit sur sa tête, et il vint un tel froid que toute la chaleur disparut et que les plats gelèrent sur la table. Au bout de 2 heures, le roi, convaincu qu'ils étaient tous cuits, fit ouvrir les portes et vint lui-même voir ce qu'ils étaient devenus. Mais il les trouva tous les 6, frais et dispos, et disant qu'ils étaient bien aises de pouvoir sortir pour aller se chauffer un peu, parce qu'il faisait tellement froid dans la chambre que les plats en avaient gelé sur la table. Le roi, plein de colère, alla trouver le cuisinier et lui demanda pourquoi il n'avait pas exécuté ses ordres. Mais le cuisinier lui répondit « J'ai chauffé au rouge, voyez vous-même !» Le roi reconnut en effet qu'on avait entretenu un feu violent dans le four au-dessous de la chambre, mais que les 6 compagnons n'en avaient pas souffert. Le roi, cherchant toujours à se débarrasser de ses hôtes incommodes, fit venir le soldat et lui dit « Si tu veux abandonner les droits sur ma fille, je te donnerai autant d'or que tu voudras. »« Volontiers, sire, répondit l'autre. Donnez-moi seulement autant d'or qu'un de mes serviteurs en pourra porter, et j'abandonne la princesse. » Le roi était enchanté. Le soldat lui dit qu'il reviendrait chercher son or dans 15 jours. En attendant, il convoqua à l'instant même tous les tailleurs du royaume et les loua pour 15 jours afin de lui coudre un sac. Quand le sac fut prêt, l'Hercule de la bande, celui qui déracinait les arbres avec la main, le mit sur son épaule et se présenta au palais. Le roi demanda quel était ce vigoureux gaillard qui portait sur son épaule un ballot de drap gros comme une maison. Et quand il l'eut appris, il fut effrayé en pensant à tout ce qui pourrait s'engouffrer d'or là-dedans. Il en fit venir une tonne, que 16 hommes des plus forts avaient peine à rouler. Mais l'Hercule la saisit d'une main, et la jetant dans le sac, se plaignit qu'on lui en eût apporté si peu, qu'il n'en avait pas de quoi garnir seulement le fond. Le roi fit apporter successivement tout son trésor, qui passa tout entier dans le sac sans le remplir seulement à moitié. « Apportez toujours !» criait l'Hercule. « 2 miettes ne suffisent pas à rassasier un homme. » On fit venir encore 700 voitures chargées d'or de toutes les parties du royaume, et il les fourra dans son sac avec les bœufs qu'on y avait attelés. « Je vais finir, dit-il, par prendre indistinctement tout ce qui me tombera sous la main pour le remplir. » Quand tout y fut, il y avait encore de la place, mais il dit « Il faut faire une fin. On peut bien fermer son sac avant qu'il soit plein. » Il le mit sur son dos et alla rejoindre ses compagnons. Le roi, voyant qu'un seul homme emportait ainsi toutes les richesses de son pays, entra dans une grande colère et fit monter à cheval toute sa cavalerie, avec ordre de courir sus aux 6 compagnons et de reprendre le sac. Ils furent bientôt atteints par 2 régiments qui leur crièrent
Vous êtes prisonniers. Rendez le sac et l'or qu'il contient, ou vous êtes massacrés sur l'heure. Que dites-vous là ? Répliqua le souffleur. Que nous sommes prisonniers ? Auparavant, vous danserez tous en l'air. Et, bouchant une de ses narines, il se mit à souffler de l'autre sur les deux régiments, et ils furent dispersés çà et là dans le bleu du ciel, par-dessus monts et vallées. Un vieux sergent-major cria grâce, ajoutant qu'il avait 9 cicatrices et qu'un brave comme lui ne méritait pas d'être traité si honteusement. Le souffleur s'arrêta un peu, de sorte que le sergent retomba sans se blesser. Mais il lui dit « Va trouver ton roi, et fais-lui savoir qu'il aurait dû envoyer plus de monde contre nous, et que je les aurais tous fait sauter en l'air. » Le roi, apprenant l'aventure, dit « Il faut les laisser aller, les drôles sont sorciers. » Les 6 compagnons emportèrent donc leurs richesses. Ils en firent le partage et vécurent heureux jusqu'à la fin. Les nains magiques. Il était un cordonnier qui, par suite de malheur, était devenu si pauvre qu'il ne lui restait plus de cuir que pour une seule paire de souliers. Le soir, il le tailla afin de faire les souliers le lendemain matin. Puis, comme il avait une bonne conscience, il se coucha tranquillement, fit sa prière et s'endormit. Le lendemain, à son lever, il allait se mettre au travail quand il trouva la paire de souliers toute faite sur sa table. Grande fut sa surprise. Il ne savait ce que cela voulait dire. Il prit les souliers et les considéra de tous côtés. Ils étaient si bien faits qu'il n'y avait pas un seul point de manqué. C'était un véritable chef-d'œuvre. Il entra dans la boutique un chaland, auquel ses souliers plurent tant qu'il les paya plus cher que de coutume, et qu'avec cet argent, le cordonnier put se procurer du cuir pour 2 autres paires. Il le tailla le soir même et s'apprêtait à y travailler le lendemain matin, quand il les trouva tout faits à son réveil. Et cette fois encore, les chalands ne manquèrent pas, et avec l'argent qu'il en tira, il put acheter du cuir pour 4 autres paires. Le lendemain matin, les 4 paires étaient prêtes, et enfin, tout ce qu'il taillait le soir était toujours terminé le matin suivant, de façon qu'il trouva l'aisance et devint presque riche. Un soir, aux environs de Noël, comme il venait de tailler son cuir et qu'il allait se coucher, il dit à sa femme « Si nous veillions cette nuit pour voir ceux qui nous aident ainsi ?» La femme y consentit, et laissant une chandelle allumée, ils se cachèrent dans la garde-robe, derrière les vêtements accrochés, et attendirent. Quand minuit sonna, 2 jolis petits nains tout nus entrèrent dans la chambre, se placèrent à l'établi du cordonnier, et prenant le cuir taillé dans leurs petites mains, se mirent à piquer, à coudre, à battre, avec tant d'adresse et de promptitude qu'on n'y pouvait rien comprendre. Ils travaillèrent sans relâche, jusqu'à ce que l'ouvrage fût terminé, et alors ils disparurent tout d'un coup. Le lendemain, la femme dit « Ces petits nains nous ont enrichis, il faut nous montrer reconnaissants. Ils doivent mourir de froid, accourir ainsi tout nus, sans rien sur le corps, sais-tu ? Je vais leur coudre à chacun chemise, habit, veste et culotte, et leur tricoter une paire de bas. Toi, fais-leur à chacun une paire de souliers. » L'homme approuva fort cet avis, et le soir, quand tout fut prêt, ils placèrent ses présents sur la table au lieu de cuir taillé, et se cachèrent encore pour voir comment les nains prendraient la chose. À minuit, ils arrivèrent, et ils allaient se mettre au travail, quand, au lieu du cuir, ils trouvèrent sur la table les jolis petits vêtements. Ils témoignèrent d'abord un étonnement qui fit bientôt place à une grande joie. Ils passèrent vivement les habits et se mirent à chanter. « Ne sommes-nous pas de jolis garçons ? Adieu cuir, souliers et chaussons !» Puis ils commencèrent à danser et à sauter par-dessus les chaises et les bancs. Enfin, tout en dansant, ils gagnèrent la porte. À partir de ce moment, on ne les revit plus. Mais le cordonnier continua d'être heureux le reste de ses jours, et tout ce qu'il entreprenait lui tournait à bien. Il y avait une fois une pauvre servante qui était active et propre. Elle balayait tous les jours la maison et poussait des ordures dans la rue devant la porte. Un matin, en se mettant à l'ouvrage, elle trouva une lettre par terre. Comme elle ne savait pas lire, elle posa son balai dans un coin et porta la lettre à ses maîtres. C'était une invitation de la part des nains magiques qui la priaient d'être marraine d'un de leurs enfants. Elle ne savait que décider. Enfin, après beaucoup d'hésitation, comme on lui dit qu'il était dangereux de refuser, elle accepta. 3 nains vinrent la chercher et la conduisirent dans une caverne de la montagne où il demeurait. Tout y était d'une extrême petitesse, mais si joli et si mignon qu'on ne saurait dire combien.
La couchée était dans un lit d'ébène incrusté de perles, avec des couvertures brodées d'or. Le berceau de l'enfant était en ivoire et sa baignoire en or massif. Après le baptême, la servante voulait retourner tout de suite chez ses maîtres, mais les nains la prièrent instamment de rester 3 jours avec eux. Elle les passa en joie et en fête, car ces petits êtres lui faisaient le plus charmant accueil. Au bout de 3 jours, comme elle voulut absolument s'en retourner, ils lui remplirent ses poches d'or et la conduisirent jusqu'à la sortie de leur souterrain. En arrivant chez ses maîtres, elle se remit à son travail ordinaire et reprit son balai au coin même où elle l'avait laissé. Mais il sortit de la maison des étrangers qui lui demandèrent qui elle était et ce qu'elle voulait. Elle apprit alors qu'elle n'était pas restée 3 jours, comme elle le croyait, mais 7 ans entiers chez les nains, et que pendant ce temps-là, ses maîtres étaient morts. Un jour, les nains prirent à une femme son enfant au berceau, et mirent à la place un petit monstre qui avait une grosse tête et des yeux fixes, et qui voulait sans cesse à manger et à boire. La pauvre mère alla demander conseil à sa voisine. Celle-ci lui dit qu'il fallait porter le petit monstre dans la cuisine, le poser sur le foyer, allumer du feu à côté et faire bouillir de l'eau dans 2 coquilles d'œufs. Cela ferait rire le monstre, et si une fois il riait, il serait obligé de partir. La femme fit ce que sa voisine lui avait dit. Dès qu'il vit les coquilles d'œufs pleines d'eau sur le feu, le monstre s'écria « Je n'avais jamais vu, quoique je sois bien vieux, faire bouillir de l'eau dans des coquilles d'œufs !» Et il partit d'un éclat de rire. Aussitôt, il survint une foule de nains qui rapportèrent l'enfant véritable, le déposèrent dans la cheminée et reprirent leur monstre avec eux. Les 3 héritiers chanceux. Un père fit venir ses 3 fils devant lui et leur donna au premier un coq, au second une faux et au troisième un chat. « Je suis vieux, leur dit-il, ma mort est proche. Je veux prendre soin de votre avenir avant qu'elle arrive. Je n'ai pas d'argent à vous laisser, et les choses que je vous donne aujourd'hui vous paraissent sans doute de peu de valeur, mais tout dépend de la manière dont vous saurez les employer. Cherchez chacun un pays où l'objet que vous avez soit inconnu, et votre fortune est faite. » À la mort du père, l'aîné des fils se mit en route avec son coq. Mais partout où il passait, le coq était déjà connu. Dans les villes, il le voyait au sommet des clochers, tournant à tous les vents. Dans les campagnes, il l'entendait sans cesse chanter. Et personne n'admirait sa bête, si bien qu'il n'avait pas l'air d'être sur le chemin de la fortune. Enfin, il arriva dans une île où personne ne savait ce que c'était qu'un coq. Aussi, y était-on fort embarrassé pour diviser le temps. On reconnaissait bien s'il était matin ou soir, mais la nuit, ceux qui ne dormaient pas ne savaient jamais quelle heure il était. « Voyez, leur dit-il, quel brillant animal. Il a une couronne de rubis sur la tête. À ses pieds, il porte des éperons comme un chevalier. La nuit, il appelle 3 fois à heure fixe, la dernière quand le soleil va paraître. Lorsqu'il chante en plein jour, il indique que le temps va changer. » Ce discours plut fort aux habitants de l'île. La nuit suivante, personne ne dormit et tout le monde écouta avec la plus grande curiosité le coq annoncer successivement 2 heures, 4 heures, 6 heures du matin. Ils demandèrent si ce bel oiseau était à vendre et combien son propriétaire en voulait. « Il m'en faut en or la charge d'un âne, répondit-il. Tous s'écrièrent qu'un tel prix n'était qu'une bagatelle pour un si merveilleux animal et s'empressèrent de le payer. En voyant leur aîné revenir riche, les frères cadets furent remplis d'étonnement. Le second résolut de partir aussi pour voir si sa faux lui rapporterait quelque chose. Mais partout où il passait, il rencontrait des paysans pourvus de faux aussi bonnes que la sienne. Enfin, par bonheur, il débarqua dans une île où personne ne savait ce qu'était qu'une faux. Quand le blé était mûr dans ce pays-là, on pointait des pièces de canon sur les champs et on tirait à toute volée. Mais cela ne faisait pas un travail bien régulier. Tantôt les boulets passaient par-dessus la moisson, tantôt ils frappaient les épis au lieu des chaumes, ce qui perdait beaucoup de grains. Et par-dessus le marché, c'était un bruit insupportable. Quand notre homme se mit devant eux à faucher le blé si tranquillement et si vite, tout le monde le regarda la bouche béante et les yeux écarquillés. On lui acheta son instrument aussi cher qu'il voulut. Il eut un cheval chargé d'autant d'or qu'il en pouvait porter. Le troisième frère voulut à son tour tirer parti de son chat. Comme ses 2 aînés, il ne trouva aucune occasion tant qu'il fut sur la terre ferme. Partout, il y avait des chats,
et en si grand nombre qu'on en noyait une foule au moment de leur naissance. Enfin, il se fit conduire dans une île où par bonheur on n'en avait jamais vu. Mais en revanche, les souris y pullulaient tellement qu'elles dansaient sur les tables et sur les bancs, même en présence des maîtres des maisons. Tout le monde souffrait de ce fléau. Le roi lui-même ne pouvait s'en garantir dans son palais. Dans tous les coins, on entendait piper les souris, et rien n'était épargné de ce que leurs dents pouvaient atteindre. Le chat fut introduit, et il eut bientôt nettoyé 2 salles, si bien que les habitants supplièrent le roi d'acquérir pour l'État ce précieux animal. Le roi le paya, sans marchander, au prix d'un mulet chargé d'or, et le 3e frère revint dans son pays, encore plus riche que ses 2 aînés. Les 3 frères. Un homme avait 3 fils, et ne possédait d'autre bien que la maison dans laquelle il demeurait. Chacun de ses fils désirait en hériter, et il ne savait comment s'y prendre pour ne faire de tort à aucun d'eux. Le mieux eût été de la vendre et d'en partager le prix entre eux, mais il ne pouvait s'y résoudre parce que c'était la maison de ses ancêtres. Enfin, il dit à ses fils : « Allez dans le monde, faites-y vos preuves, apprenez chacun un métier, et quand vous reviendrez, celui qui montrera le mieux son savoir-faire héritera de la maison. » La proposition leur plut. L'aîné résolut d'être maréchal ferrant, le second barbier et le 3e maître d'armes. Ils se séparèrent après être convenus de se retrouver chez leur père à jour fixe. Chacun d'eux se mit chez un bon maître qui lui apprit son métier à fond. Le maréchal eut affairé les chevaux du roi, il croyait bien que la maison serait pour lui. Le barbier rasa de grands seigneurs et il pensait bien aussi tenir la maison. Quant à l'apprenti maître d'armes, il reçut plus d'un coup de fleuret, mais il serrait les dents et ne se laissait pas décourager. Car, pensait-il, si j'ai peur, la maison ne sera pas pour moi. Quand le temps fixé fut arrivé, ils revinrent tous les 3 chez leur père, mais ils ne savaient comment faire naître l'occasion de montrer leur talent. Comme ils causaient entre eux de leur embarras, il vint à passer un lièvre courant dans la plaine. « Parbleu !» dit le barbier, « celui-ci vient comme marée en carême. » Saisissant son plat à barbe et son savon, il prépara de la mousse jusqu'à ce que l'animal fût tout prêt. Et courant après lui, il le savonna à la course et lui rasa la moustache sans l'arrêter, sans le couper le moins du monde, ni lui déranger un poil sur le reste du corps. « Voilà qui est bien, dit le père. Si tes frères ne font pas mieux, la maison t'appartiendra. » Un instant après, passa une voiture de poste lancée à fond de train. « Mon père, dit le maréchal, vous allez voir ce que je sais faire. » Et, courant après la voiture, il enleva à un des chevaux en plein galop les 4 fers de ses pieds et lui en remit 4 autres. « Tu es un vrai gaillard, dit le père, et tu vaux ton frère. Je ne sais en vérité comment décider entre vous deux. » Mais le 3e dit : « Mon père, accordez-moi aussi mon tour. » Et comme il commençait à pleuvoir, il tira son épée et l'agita en tous sens sur sa tête, de manière à ne pas recevoir une seule goutte d'eau. La pluie augmenta et tomba enfin, comme si on l'eût versé à seau. Il para toute l'eau avec son épée et resta jusqu'à la fin aussi peu mouillé que s'il eût été à couvert dans sa chambre. Le père, voyant cela, ne put cacher son étonnement. « Tu l'emportes, dit-il, la maison est à toi. » Les 2 autres, pleins d'une égale admiration, approuvèrent le jugement du père, et comme ils s'aimaient beaucoup entre eux, ils restèrent tous 3 ensemble dans la maison, à exercer leur état, et ils y gagnèrent beaucoup d'argent, et vécurent heureux jusqu'à un âge avancé. L'un d'eux étant mort alors, les 2 autres en prirent un tel chagrin qu'ils tombèrent malades et moururent aussi. Et à cause de leur habileté commune et de leur affection réciproque, on les enterra tous 3 dans le même tombeau. Le fuseau, la navette et l'aiguille. Il était une jeune fille qui avait perdu ses parents dans son bas âge. Elle avait une marraine qui habitait toute seule une petite chaumière au bout du village et qui vivait des produits de son aiguille, de sa navette et de son fuseau. Cette bonne vieille prit avec elle l'orpheline, lui apprit à travailler et l'éleva dans la piété et la crainte de Dieu. Quand la jeune fille eut atteint 15 ans, sa marraine tomba malade et l'appelant près de son lit, elle lui dit : « Cher enfant, je sens que ma fin est proche. Je te laisse ma chaumière, elle te protégera contre le vent et la pluie. Je te laisse aussi mon fuseau, ma navette et mon aiguille, qui te serviront à gagner ton pain. » Puis,
Lui posant la main sur la tête, elle la bénit en lui disant « Conserve Dieu dans ton cœur et le bonheur t'arrivera. » Là-dessus, ses yeux se fermèrent. La pauvre fille accompagna son cercueil en pleurant et lui rendit les derniers devoirs. Désormais, elle vécut toute seule, travaillant avec courage à filer, à tisser et à coudre, et la bénédiction de la bonne vieille la protégeait en toutes choses. On aurait dit que sa provision de lin était inépuisable, et à mesure qu'elle avait tissé une pièce de toile ou cousu une chemise, il se présentait aussitôt un acheteur qui la payait généreusement, de telle sorte que non seulement elle n'était pas dans le besoin, mais elle pouvait encore donner aux pauvres. Vers le même temps, le fils du roi se mit à parcourir le pays pour chercher femme. Il n'en pouvait pas choisir une pauvre et n'en voulait pas une riche. Aussi disait-il qu'il prendrait celle qui serait à la fois la plus riche et la plus pauvre. En arrivant dans le village où demeurait notre jeune fille, il demanda, comme à son ordinaire, qu'on lui indique la plus pauvre et la plus riche de l'endroit. On lui désigna tout de suite la seconde. Quant à la première, lui dit-on, ce devait être la jeune fille qui demeurait dans une chaumière isolée, tout au bout du hameau. Quand le prince se passa, la riche était en grande toilette devant sa porte. Elle se leva et alla à sa rencontre avec un grand salut. Mais il la regarda, et continuant son chemin sans dire un mot, arriva à la chaumière de la pauvre fille. Celle-ci n'était pas sur sa porte, mais enfermée dans sa chambre. Il arrêta son cheval et regarda à travers la fenêtre dans l'appartement, qu'éclairait un rayon de soleil. Elle était assise devant son rouet et filait avec ardeur. De son côté, elle aperçut furtivement le prince qui la regardait, mais elle en devint toute rouge et continua de filer en baissant les yeux. Seulement, je ne garantirai pas que son fil fût bien égal. Elle fila toujours jusqu'à ce que le prince fût parti. Dès qu'elle ne le vit plus, elle courut ouvrir la fenêtre en disant « Il fait si chaud ici !» et elle le suivit des yeux tant qu'elle put apercevoir la plume blanche de son chapeau. À la fin, elle se rassit et se remit à filer. Mais il lui revint à la mémoire un refrain qu'elle avait souvent entendu répéter à sa vieille marraine, et elle chanta ainsi « Cours, fuseau, que rien ne t'arrête, conduis ici, mon bien-aimé. » Qu'arriva-t-il ? Le fuseau s'élança tout à coup de ses mains et se précipita dehors. Elle le suivit des yeux, toute stupéfaite. Il courait en dansant à travers champs et laissait après lui un fil d'or. En peu de temps, il fut trop loin pour qu'elle pût le voir. N'ayant plus de fuseau, elle prit sa navette et se mit à tisser. Le fuseau continuait de courir, et quand son fil fut au bout, il avait rejoint le prince. « Que vois-je » s'écria-t-il. « Ce fuseau veut me conduire quelque part. » Il retourna son cheval et suivit au galop le fil d'or. La jeune fille continuait de travailler en chantant. « Cours après lui, chère navette, ramène-moi mon fiancé. » Aussitôt, la navette s'échappa de ses mains et s'élança vers la porte. Mais à partir du seuil, elle commença à tisser un tapis plus beau que tout ce qu'on a jamais vu. Des deux côtés fleurissaient des guirlandes de roses et de lys, et au milieu, des pampres verts sortaient d'un fond d'or. Des lièvres et des lapins sautaient dans le feuillage, des cerfs et des chevreuils passaient leur tête à travers. Dans les branches étaient perchés des oiseaux de 1000 couleurs, auxquels il ne manquait que de chanter. La navette continuait de courir, et l'œuvre avançait merveilleusement. N'ayant plus sa navette, la jeune fille prit son aiguille et se mit à chanter. « Il va venir, chère aiguillette, que tout ici soit préparé. » Aussitôt, l'aiguille, s'échappant de ses doigts, se mit à courir par la chambre, rapide comme l'éclair. C'était comme si des esprits invisibles s'en fussent mêlés. La table et les bancs se recouvraient de tapis verts, les chaises s'habillaient de velours et les murs d'une tenture de soie. À peine l'aiguille avait-elle piqué son dernier point, que la jeune fille vit passer devant sa fenêtre les plumes blanches du chapeau du prince, que le fil d'or avait ramené. Il entra dans la chaumière en passant sur le tapis, et dans la chambre il vit la jeune fille, toujours vêtue de ses pauvres habits, mais brillant cependant au milieu de ce luxe improvisé, comme une rose églantine sur un buisson. « Tu es bien la plus pauvre et la plus riche, » s'écria-t-il. « Viens, tu seras ma femme. » Elle lui tendit la main sans rien répondre. Il lui donna un baiser, et l'ayant fait monter à cheval avec lui, il l'emmena à la cour, où la noce fut célébrée avec une grande joie. Le fuseau, la navette et l'aiguille furent conservés précieusement dans le trésor royal. La gardeuse d'oie près de la fontaine. Il y avait une fois une vieille bonne femme qui vivait avec son troupeau d'oies dans une solitude entre des montagnes
et avait là une petite maison. Cette solitude était entourée d'une grande forêt, et chaque matin, la vieille prenait sa béquille et s'en allait au bois d'un pas branlant. Une fois là, la bonne vieille s'occupait très activement, bien plus qu'on ne l'aurait cru à voir son grand âge. Elle ramassait de l'herbe pour ses oies, cueillait des fruits sauvages aussi hauts qu'elle pouvait atteindre et rapportait tout cela sur son dos. On aurait pensé qu'elle devait succomber sous un pareil fardeau, mais elle le rapportait toujours heureusement au logis. Quand elle rencontrait quelqu'un, elle le saluait très amicalement. « Bonjour, cher voisin, il fait beau aujourd'hui. Cela vous étonne sans doute que je traîne cette herbe, mais chacun doit porter sa charge sur son dos. » Pourtant, les gens n'aimaient pas la rencontrer. Ils préféraient faire un détour. Et si un père passait près d'elle avec son petit garçon, il lui disait tout bas « Prends garde à cette vieille, elle est rusée comme un démon, c'est une sorcière. » Un matin, un beau jeune homme traversait la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, un vent frais soufflait dans le feuillage et le jeune homme était joyeux et en belle humeur. Il n'avait encore rencontré âme qui vive, quand tout à coup il aperçut la vieille sorcière accroupie sur ses genoux et coupant de l'herbe avec sa faucille. Elle en avait déjà amassé toute une charge dans son sac et à côté d'elle étaient 2 grands paniers tous remplis de poires et de pommes sauvages. « La mère, lui dit-il, comment pensez-vous emporter tout cela ? » « Il faut que je le porte, mon cher monsieur, répondit-elle. Les enfants des riches ne connaissent pas ces fatigues-là. Mais aux paysans, on dit, il ne faut voir que devant soi quand on est bossu comme toi. Voulez-vous m'aider ? Ajouta la vieille, voyant qu'il s'arrêtait. Vous avez encore les épaules droites et les jambes solides, ce sera peu de chose pour vous. D'ailleurs, ma maison n'est pas loin d'ici. Elle est dans une bruyère, là, derrière la colline. Vous aurez grimpé là-haut en un instant. Le jeune homme se sentit touché de compassion pour la vieille et lui dit « Il est vrai que mon père n'est point un paysan, mais un riche comte. Pourtant, afin que vous voyiez que les paysans ne sont pas les seuls qui sachent porter un fardeau, je me chargerai du vôtre. »« Si vous voulez bien, reprit la vieille, cela me fera plaisir. Il y aura pour vous 1 heure à marcher, mais que vous importe, vous porterez aussi les pommes et les poires. » Le jeune comte commença un peu à réfléchir quand on lui parla d'1 heure de marche. Mais la vieille ne lâcha pas prise. Elle attacha le sac à son dos et pendit à ses mains les 2 corbeilles. « Vous voyez, dit-elle, cela ne pèse pas. »« Point, cela pèse beaucoup, reprit le comte en faisant une triste grimace. Votre sac est si lourd qu'on dirait qu'il est rempli de pierres de taille, et les pommes et les poires sont pesantes comme du plomb. C'est à peine si je me sens la force de respirer. » Il avait grande envie de déposer sa charge, mais la vieille ne le permit pas. « Voyez, je vous prie, dit-elle d'un ton moqueur, ce jeune homme ne peut pas porter ce que je traînais souvent, vieille comme je suis. Ils sont tous prêts à vous assister en parole, mais si on vient au fait, ils ne demandent qu'à s'esquiver. »« Pourquoi, ajouta-t-elle, restez-vous ainsi à barguigner ? En marche ? Personne maintenant ne vous délivrera de ce fardeau. » Tant que l'on fut en plaine, le jeune homme pouvait y tenir. Mais quand ils eurent atteint la montagne et qu'il fallut gravir, quand les pierres roulèrent derrière lui comme si elles eussent été vivantes, la fatigue se trouva au-dessus de ses forces. Les gouttes de sueur baignaient son front et coulaient tantôt froides et tantôt brûlantes sur son corps. « La mère, dit-il, je n'en peux plus, je vais me reposer un peu. »« Non, dit la vieille, quand nous serons arrivés, vous pourrez vous reposer. Maintenant, il faut marcher. Qui sait si cela ne sera pas bon à quelque chose ? » « Vieille, tu es une effrontée, dit le comte. Et il voulut se défaire du sac, mais il perdit sa peine. Le sac était aussi bien attaché que s'il n'eût fait qu'un avec son dos. Il se tournait et se retournait, mais sans réussir à se dégager. La vieille se mit à rire et à sauter, toute joyeuse, sur sa béquille. « Ne vous fâchez pas, mon cher monsieur, dit-elle. Vous voilà en vérité rouge comme un coq. Portez votre fardeau patiemment. Quand nous serons arrivés à la maison, je vous donnerai un bon pourboire. » Qu'eût-il pu faire ? Il fallait se soumettre et se traîner patiemment derrière la vieille. Elle semblait devenir plus leste de moment en moment, et son fardeau à lui devenait plus lourd. Tout d'un coup, elle prit son élan, sauta sur le sac et s'assit dessus. Tout étique qu'elle était, elle pesait pourtant plus que la plus grosse villageoise. Les genoux du jeune homme tremblaient, mais quand il s'arrêtait, la vieille lui frappait les jambes avec une baguette et des chardons. Il gravit tout haletant la montagne et arriva enfin à la maison de la vieille, au moment même où il allait succomber à l'effort. Quand les oies aperçurent la vieille, elles étendirent les ailes en haut
le cou en avant et coururent au-devant d'elle en poussant leurs cris « Oul, oul !» Derrière le troupeau marchait avec une baguette à la main une vieille créature, grande et forte, mais laide comme la nuit. « Mère, dit-elle à la vieille, vous est-il arrivé quelque chose? Vous êtes restée absente bien longtemps? »« Point du tout, mon enfant, répondit-elle. Il ne m'est rien arrivé de fâcheux. Au contraire, ce bon monsieur que tu vois m'a porté mon fardeau. Et encore, comme j'étais fatiguée, il m'a prise moi-même sur son dos. Le chemin ne nous a point du tout paru long. Nous étions en bonne humeur et n'avons cessé d'échanger de bons mots. Enfin, la vieille se laissa glisser à terre. Elle enleva la charge du dos du jeune homme, les corbeilles de ses mains, le regarda gracieusement et lui dit « Maintenant, asseyez-vous sur le banc devant la porte et reposez-vous. Vous avez loyalement gagné votre salaire. Aussi, ne le perdrez-vous pas. » Puis, elle dit à la gardeuse d'oie « Rentre dans la maison, mon enfant. Il n'est pas convenable que tu restes seule avec ce jeune monsieur. Il ne faut pas verser de l'huile sur le feu. Il pourrait bien devenir amoureux de toi. » Le comte ne savait s'il devait rire ou pleurer. « Une mignonne de cette façon, pensa-t-il tout bas. Eût-elle 30 ans de moins, ne me chatouillerait pas le cœur. » Cependant la vieille choya, caressa les oies comme des enfants, puis rentra avec sa fille dans la maison. Le jeune homme s'étendit sur le banc, sous un pommier sauvage. L'atmosphère était douce et tiède. Autour de lui s'étendait une vaste prairie émaillée de primes verts, de thym sauvage et de 1000 autres fleurs. Au milieu murmurait un clair ruisseau, éclairé des rayons de soleil. Et les oies blanches se promenaient sur les bords ou se plongeaient dans l'eau. « Cet endroit est délicieux, dit-il. Mais je suis si fatigué que je ne puis tenir les yeux ouverts. Je veux dormir un peu, pourvu qu'un coup de vent ne vienne pas enlever mes jambes, car elles sont molles comme de l'amadou. » Quand il eut dormi un instant, la vieille vint et le réveilla en le secouant. « Lève-toi, dit-elle, tu ne peux rester ici. Je t'ai un peu tourmenté, il est vrai, mais il ne t'en a pourtant pas coûté la vie. Maintenant, je veux te donner ton salaire. Tu n'as pas besoin d'argent ni de biens. Je t'offre autre chose. » En disant cela, elle lui mit en main une petite boîte taillée dans une seule émeraude. « Garde-la bien, lui dit-elle, elle te portera bonheur. » Le comte se leva et sentant qu'il était frais et avait repris ses forces, il remercia la vieille de son présent et se mit en route, sans songer un instant à chercher de l'œil la belle enfant. Il était déjà à quelque distance qu'il entendait encore dans le lointain le cri joyeux des oies. Le comte resta 3 jours égaré dans la solitude avant de pouvoir retrouver son chemin. Enfin, il arriva à une grande ville, et comme il n'y était connu de personne, il se fit conduire au palais du roi, où le prince et sa femme étaient assis sur un trône. Le comte mit un genou en terre, tira de sa poche la boîte en émeraude, et la déposa aux pieds de la reine. Elle lui commanda de se lever, et il vint lui présenter la boîte. Mais à peine l'avait-elle ouverte, y avait-elle regardé, qu'elle tomba à terre, comme morte. Le comte fut saisi par les serviteurs du roi, et il allait être conduit en prison quand la reine ouvrit les yeux et ordonna qu'on le laissât libre et que chacun sortît, parce qu'elle voulait l'entretenir en secret. Quand la reine fut seule, elle se mit à pleurer amèrement et dit « À quoi me servent l'éclat et les honneurs qui m'environnent? Tous les matins, je m'éveille dans les soucis et l'affliction. J'ai eu 3 filles, dont la plus jeune était si belle que tout le monde la regardait comme une merveille. Elle était blanche comme la neige, rose comme la fleur du pommier, et ses cheveux brillaient comme les rayons du soleil. Quand elle pleurait, ce n'étaient pas des larmes qui tombaient de ses yeux, mais des perles et des pierres précieuses. Lorsqu'elle fut arrivée à l'âge de 15 ans, le roi fit venir ses 3 filles devant son trône. Il aurait fallu voir comme on ouvrait les yeux quand la plus jeune entra. On croyait assister au lever du soleil. Le roi dit « Mes filles, je ne sais pas quand viendra mon dernier jour. Je veux régler dès aujourd'hui ce que chacune de vous recevra après ma mort. Vous m'aimez toutes les 3, mais celle de vous qui m'aime le mieux aura aussi la meilleure part. » Chacune dit que c'était elle qui aimait le mieux son père. « Ne pourriez-vous, reprit le roi, m'exprimer combien vous m'aimez ? Je saurai ainsi quels sont vos sentiments. » L'aînée dit « J'aime mon père comme le sucre le plus délicieux. » La seconde « J'aime mon père comme le plus beau vêtement. » Mais la plus jeune garda le silence. « Et toi, lui dit son père, comment m'aimes-tu ? » « Je ne sais pas, répondit-elle, et ne puis comparer mon amour à rien.
Mais le père insista pour qu'elle désignât un objet. Enfin, elle dit « Le meilleur mets n'a pas de goût pour moi sans sel. Eh bien, j'aime mon père comme le sel. » Quand le roi entendit cela, il entra en colère et dit « Puisque tu m'aimes comme le sel, c'est avec du sel aussi que je récompenserai ton amour. » Il partagea donc son royaume entre les deux aînés, mais pour la plus jeune, il lui fit attacher un sac de sel sur le dos, et 2 serviteurs eurent ordre de la conduire dans une forêt sauvage. « Nous avons tous pleuré et prié pour elle, » dit la reine, « mais il n'y a pas eu moyen d'apaiser la colère du roi. Comme elle a pleuré quand il lui a fallu nous quitter. Toute la route a été semée de perles qui étaient tombées de ses yeux. Le roi n'a pas tardé à se repentir de sa dureté et a fait chercher la pauvre enfant dans toute la forêt, mais personne n'a pu la trouver. Quand je pense que les bêtes sauvages l'ont mangée, je n'en puis plus de tristesse. Souvent je me console par l'espérance qu'elle vit encore, qu'elle s'est cachée dans une caverne ou qu'elle a trouvé une retraite chez des gens charitables. Mais imaginez que, quand j'ai ouvert votre boîte d'émeraudes, elle renfermait une perle toute semblable à celle qui coulait des yeux de ma fille. Et alors vous pouvez comprendre combien à cette vue mon cœur a été touché. Il faut que vous me disiez comment vous êtes arrivé à posséder cette perle. » Le comte lui apprit qu'il l'avait reçue de la vieille de la forêt, qui lui avait paru avoir quelque chose d'étrange et devait être une sorcière, mais qu'il n'avait rien vu ni entendu qui eût rapport avec sa fille. Le roi et la reine prirent la résolution d'aller trouver la vieille. Ils pensaient que là où s'était rencontrée la perle, ils obtiendraient aussi des nouvelles de leur enfant. La vieille, dans sa solitude, était assise à la porte près de son rouet et filait. Il faisait déjà sombre et quelques copeaux qui brûlaient dans l'âtre ne répandaient qu'une faible clarté. Tout à coup, on entendit du bruit au dehors. Les oies revinrent de la bruyère au logis en poussant leur cri le plus enroué. Bientôt après, la fille entra à son tour. La vieille la salua à peine et se contentait de secouer un peu la tête. La fille s'assit près d'elle, prit son rouet et tourna le fil aussi légèrement qu'une jeune fille aurait pu le faire. Elles restèrent ainsi assises pendant 2 heures, sans dire un seul mot. Enfin, quelque chose fit du bruit près de la fenêtre, et on y vit briller 2 yeux flamboyants. C'était une vieille chouette, qui cria 3 fois « Ouh, 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 ouh ». La vieille leva à peine les yeux et dit « Il est temps, ma fille, que tu sortes pour aller faire ta tâche. » Elle se leva et sortit. Où allait-elle donc? Loin, bien loin dans la prairie, jusqu'à la vallée. Enfin, elle arriva au bord d'une fontaine près de laquelle se trouvaient 3 chênes. Cependant, la lune avait monté ronde et pleine au-dessus de la montagne, et elle était si brillante qu'on aurait pu trouver une épingle. La fille enleva une peau qui couvrait son visage, se pencha vers la fontaine et commença à se laver. Quand elle eut fini, elle plongea la peau dans l'eau de source et l'étendit sur l'herbe pour qu'elle blanchît et séchât au clair de lune. Mais comme la fille était changée, vous n'avez jamais rien vu de semblable. Quand elle eut détaché sa tresse grise, ses cheveux dorés étincelèrent comme des rayons de soleil et s'étendirent comme un manteau sur toute sa personne. Ses yeux luisaient comme les étoiles au ciel et ses joues avaient l'éclat doucement rosé de la fleur du pommier. Mais la belle jeune fille était triste. Elle s'assit et pleura amèrement. Les larmes tombaient l'une après l'autre de ses yeux et roulaient entre ses longs cheveux jusqu'à terre. Elle était là. Et elle fut demeurée ainsi longtemps si le bruit de quelques branches qui craquaient dans un arbre voisin ne fut arrivé à ses oreilles. Elle bondit comme un chevreuil qui a entendu le coup du fusil du chasseur. La lune était justement voilée par un nuage sombre. En un instant, la jeune fille se retrouva couverte de la vieille peau et disparut comme une lumière soufflée par le vent. Tremblant comme la feuille du peuplier, elle courut vers la maison. La vieille était debout à la porte. Et la jeune fille voulut lui conter ce qui lui était arrivé, mais la vieille sourit de bonne grâce et dit « Je sais tout déjà ». Elle la conduisit dans la chambre et alluma quelques copeaux. Mais elle ne se rassit pas près de son rouet. Elle prit un balai et commença à balayer et à épousseter. « Tout doit être propre et net ici », dit-elle à la jeune fille. « Mais ma mère, » reprit celle-ci, « pourquoi commencer ce travail à une heure si avancée? Quelle est votre pensée ?»« Sais-tu quelle heure il est ?» demanda la vieille. « Il n'est pas encore minuit, répondit-elle. Mais 11 heures sont passées. Ne songes-tu pas, continua la vieille, qu'il y a aujourd'hui 3 ans que tu es venue chez moi? Ton temps est fini. Nous ne pouvons plus rester ensemble. La jeune fille fut tout effrayée.
et dit « Ah, bonne mère, voulez-vous me chasser? Où irai-je? Je n'ai point d'amis, point de patrie où je puis chercher un asile. J'ai fait tout ce que vous avez voulu, et vous avez toujours été contente de moi. Ne me renvoyez pas. » La vieille ne voulait pas dire à la jeune fille ce qui allait lui arriver. « Je ne peux pas rester ici plus longtemps, » lui dit-elle. « Mais quand je quitterai ce logis, il faut que la maison et les chambres soient propres. Ne m'arrête donc point pendant mon travail. Pour toi, sois sans inquiétude. Tu trouveras un toit où tu pourras habiter, et tu seras contente aussi de la récompense que je te donnerai. » « Mais dites-moi ce qu'il va se passer, » demanda encore la jeune fille. « Je te le répète, ne me trouble pas dans mon travail, ne dis pas un mot de plus. Va dans ta chambre, quitte la peau qui couvre ta figure et prends ta robe de soie que tu portais quand tu es venu chez moi. Puis, reste dans ta chambre jusqu'à ce que je t'appelle. Mais il faut que je revienne à parler du roi et de la reine, qui étaient partis avec le comte pour aller trouver la vieille dans sa solitude. Le comte s'était séparé d'eux pendant la nuit et se trouvait forcé de continuer sa route tout seul. Le lendemain, il lui sembla qu'il était dans le bon chemin. Il marcha donc jusqu'à l'approche des ténèbres. Alors il monta sur un arbre pour y passer la nuit, car il craignait de s'égarer. Quand la lune éclaira le pays, il aperçut une personne qui descendait la montagne. Elle n'avait point de baguette à la main. Pourtant, il crut reconnaître que c'était la gardeuse d'oie qu'il avait vue dans la maison de la vieille. « Oh !» dit-il, « elle vient, et je vois ici une des deux sorcières. L'autre ne peut pas non plus m'échapper. » Mais quel fut son étonnement quand il la vit s'approcher de la fontaine, se dépouiller de la peau pour se laver, quand ses cheveux dorés se déroulèrent sur elle, et qu'elle se montra plus belle qu'il n'avait vu aucune femme au monde. À peine osait-il respirer. Mais il allongeait le cou à travers le feuillage autant qu'il pouvait, et il la regardait sans détourner les yeux. Soit qu'il se fût penché trop, ou pour une autre cause, une branche vint à craquer tout à coup, et au même instant, la jeune fille se trouva cachée sous la peau. Elle bondit comme un chevreuil, et la lune s'étant voilée en ce moment, elle fut dérobée à son regard. À peine avait-elle disparu que le comte descendit de l'arbre et se mit à la poursuivre en toute hâte. Il n'avait fait que quelques pas, lorsqu'il vit dans le crépuscule deux personnes qui marchaient à travers la prairie. C'étaient le roi et la reine, qui de loin avaient aperçu une lumière dans la maison de la vieille, et s'étaient dirigés de ce côté. Le comte leur raconta quelle merveille il avait vue près de la fontaine. Et ils ne doutèrent point que celle dont ils parlaient ne fût leur fille perdue. Ils avancèrent tout joyeux et arrivèrent bientôt à la maison. Les oies étaient rangées alentour. Elles dormaient, la tête cachée sous les ailes, et aucune ne bougeait. Ils regardèrent en dedans du logis par la fenêtre et aperçurent la vieille qui était assise tranquillement et filait, penchant la tête et sans détourner les yeux. Tout était propre dans la chambre, comme si elle eût été habitée par ces petits sylphes aériens qui n'ont point de poussière à leurs pieds. Mais ils ne virent point leur fille. Ils considérèrent tout cela pendant quelques instants. Enfin, ils prirent courage et frappèrent doucement à la fenêtre. On eût dit que la vieille les attendait, car elle se leva et cria d'une voix amicale. « Entrez, je vous connais !» Quand ils furent entrés dans la chambre, la vieille dit « Vous auriez pu vous épargner cette longue route. Si vous n'aviez pas, il y a 3 ans, renvoyé injustement votre fille, qui est si bonne et si gracieuse. Elle n'y a rien perdu, car elle a pendant 3 ans gardé les oies. Durant tout ce temps-là, elle n'a rien appris de mauvais et a conservé la pureté de son cœur. Mais vous êtes suffisamment puni par l'inquiétude où vous avez vécu. » Puis elle s'approcha de la chambre et dit « Sors, ma chère enfant. » La porte s'ouvrit et la fille du roi sortit, vêtue de sa robe de soie, avec des cheveux dorés et ses yeux brillants. On aurait dit un ange qui descendait du ciel. Elle courut vers son père et sa mère, s'élança à leur cou et les embrassa. Tous pleurèrent de joie, sans pouvoir s'en empêcher. Le jeune comte se tenait près d'eux, et quand elle le vit, son visage devint rouge comme une rose moussue. Elle-même ne savait pas pourquoi. Le roi dit « Cher enfant, j'ai partagé mon royaume, que pourrais-je te donner ?» « Elle n'a besoin de rien, » dit la vieille. « Je lui donne les larmes qu'elle a versées pour vous. Ce sont autant de perles plus belles que celles qu'on trouve dans la mer, et elles sont d'un plus grand prix que tout votre royaume. Et pour récompense de ses services, je lui donne ma petite maison. » Comme elle achevait ces mots, la vieille disparut.
Ils entendirent les murs craquer légèrement, et comme ils se retournaient, la petite maison se trouva changée en un palais superbe. Une table royale était servie, et des domestiques allaient et venaient alentour. L'histoire continue encore, mais ma grand-mère, qui me l'a racontée, avait un peu perdu la mémoire. Elle avait oublié le reste. Je crois pourtant que la belle-fille du roi se maria au comte, qu'ils restèrent ensemble dans le palais, et qu'ils y vécurent dans la plus grande félicité aussi longtemps que Dieu voulut. Si les oies blanches qui étaient gardées près de la maison étaient autant de jeunes filles, ne vous avisez point d'y entendre malice, que la vieille avait recueillies près d'elle, si elles reprirent leur figure humaine et restèrent en qualité de suivantes près de la reine, c'est ce que je ne sais pas bien, mais je le conjecture. Ce qui est certain, c'est que la vieille n'était point une sorcière, mais une bonne fée qui ne voulait que le bien. Probablement c'était elle aussi qui avait accordé à la fille du roi, dès sa naissance, le don de pleurer des perles au lieu de larmes. Cela ne se voit plus aujourd'hui. Sans cela, les pauvres seraient bientôt devenus riches. L'Ondine de l'étang. Il y avait une fois un meunier qui vivait heureusement avec sa femme. Ils avaient de l'argent et du bien, et leur prospérité croissait d'année en année. Mais le malheur, dit le proverbe, vient pendant la nuit. Leur fortune diminua d'année en année, comme elle s'était accrue, et à la fin le meunier eut à peine le droit d'appeler sa propriété le moulin qu'il occupait. Il était fort affligé, et quand il se couchait le soir après son travail, il ne goûtait plus de repos, mais s'agitait tout soucieux dans son lit. Un matin, il se leva avant l'aube du jour et sortit prendre l'air, imaginant qu'il se sentirait le cœur soulagé. Comme il passait près de l'écluse de son moulin, le premier rayon du soleil commençait à poindre, et il entendit un peu de bruit dans l'étang. Il se retourna et aperçut une belle femme qui s'élevait lentement du milieu de l'eau. Ses longs cheveux, qu'elle avait ramenés de ses mains délicates sur ses épaules, descendaient des deux côtés et couvraient son corps d'une éclatante blancheur. Il vit bien que c'était l'Ondine de l'étang, et tout effrayé, il ne savait s'il devait rester ou s'enfuir. Mais l'Ondine fit entendre sa douce voix, l'appela par son nom, et lui demanda pourquoi il était si triste. Le meunier resta muet d'abord, mais l'entendant parler si gracieusement, il prit courage et lui raconta qu'il avait jadis vécu dans le bonheur et la richesse, mais qu'il était maintenant si pauvre qu'il ne savait plus que faire. « Sois tranquille, répondit l'Ondine, je te rendrai plus riche et plus heureux que tu ne l'as jamais été. Seulement, il faut que tu me promettes de me donner ce qui vient de naître dans ta maison. » « C'est quelque jeune chien ou un jeune chat sans doute, se dit tout bas le meunier, et il lui promit ce qu'elle demandait. L'Ondine se replongea dans l'eau et il retourna bien vite, consolé et tout joyeux, à son moulin. Il n'était pas arrivé encore que la servante sortit de la maison et lui cria qu'il n'avait qu'à se réjouir, que sa femme venait de lui donner un garçon. Le meunier demeura comme frappé du tonnerre. Il vit bien que la malicieuse Ondine avait su ce qui se passait et l'avait trompé. La tête basse, il s'approcha du lit de sa femme et quand elle lui demanda « Pourquoi ne te réjouis-tu pas de la venue de notre beau garçon ?» Il lui raconta ce qui lui était arrivé et la promesse qu'il avait faite à l'Ondine. « À quoi me sert la prospérité et la richesse ?» ajouta-t-il, « si je dois perdre mon enfant ?» Mais que faire ? Les parents eux-mêmes, qui étaient accourus pour le féliciter, n'y voyaient nul remède. Cependant, le bonheur rentra dans la maison du meunier. Ce qu'il entreprenait réussissait toujours. Il semblait que les caisses et les coffres se remplissaient tout seuls et que l'argent se multipliait dans l'armoire pendant la nuit. Au bout de peu de temps, il se trouva plus riche que jamais. Mais il ne pouvait pas s'en réjouir tranquillement. La promesse qu'il avait faite à l'Ondine lui déchirait le cœur. Chaque fois qu'il passait près de l'étang, il craignait de la voir monter à la surface et lui rappelait sa dette. Il ne laissait pas l'enfant s'avancer près de l'eau. « Prends garde, lui disait-il. Si tu y touches jamais, il en sortira une main qui te saisira et t'entraînera au fond. » Cependant, comme les années s'écoulaient l'une après l'autre et que l'Ondine ne reparaissait pas, le meunier commença à se tranquilliser. L'enfant avait grandi, était devenu jeune homme, et on le plaça à l'école d'un chasseur. Quand il eut pris ses leçons et fut devenu lui-même un chasseur habile, le seigneur du village le fit entrer à son service. Il y avait dans le village une belle et honnête jeune fille qui plut au chasseur, et quand son maître s'en fut aperçu, il lui fit présent d'une petite maison. Ils célébrèrent leurs noces et vécurent heureux et tranquilles, s'aimant de tout leur cœur. Un jour,
Le chasseur poursuivait un chevreuil. L'animal ayant débouché de la forêt dans la plaine, il le suivit et d'un coup de feu l'étendit enfin par terre. Il ne remarqua point qu'il se trouvait tout près du dangereux étang, et quand il eut vidé l'animal, il vint laver dans l'eau ses mains toutes tachées de sang. Mais à peine les avait-il plongées que l'ondine sortit du fond, l'enlaça en souriant dans ses bras humides et l'entraîna si vite que le flot se referma sur lui en jaillissant. Quand le soir fut venu et que le chasseur ne rentra pas chez lui, sa femme entra dans une grande inquiétude. Elle sortit pour le chercher, et comme il lui avait souvent raconté qu'il était obligé de se tenir en garde contre les embûches de l'ondine de l'étang, et qu'il n'osait se hasarder dans le voisinage de l'eau, elle eut le soupçon de ce qui lui était arrivé. Elle courut à l'étang, et quand elle vit près du bord sa gibecière, elle ne put plus douter de son malheur. Se lamentant et se tordant les mains, elle appela son bien-aimé par son nom, mais inutilement. Elle courut de l'autre côté de la rive, l'appela de nouveau, adressa à l'ondine les plus violentes injures, mais on ne lui fit aucune réponse. Le miroir de l'eau restait tranquille, et la face à demi pleine de la lune la regardait sans faire un mouvement. La pauvre femme ne quittait point l'étang. D'un pas précipité, sans prendre de repos, elle en faisait et en refaisait le tour, tantôt en silence, tantôt en poussant de grands cris, tantôt en murmurant à voix basse. Enfin, ses forces furent épuisées. Elle s'affaissa sur la terre et tomba dans un profond sommeil. Bientôt, elle eut un rêve. Elle montait tout inquiète entre deux grandes masses de roches. Les épines et les ronces piquaient ses pieds. La pluie battait son visage et le vent agitait ses longs cheveux. Quand elle eut atteint le sommet de la montagne, un aspect tout différent s'offrit à elle. Le ciel était bleu, l'air tiède. La terre s'abaissait par une pente douce, et au milieu d'une prairie verdoyante et tout émaillée de fleurs, était une jolie cabane. Elle s'en approcha et ouvrit la porte. Au-dedans était assise une vieille en cheveux blancs qui lui fit un signe gracieux. Au même instant, la pauvre femme s'éveilla. Le jour était déjà levé, et elle se décida à faire aussitôt ce que lui conseillait son rêve. Elle gravit péniblement la montagne, et elle trouva tout semblable à ce qu'elle avait vu dans la nuit. La vieille la reçut gracieusement et lui indiqua un siège où elle l'invitait à s'asseoir. « Sans doute tu as éprouvé quelque malheur, dit-elle, puisque tu viens visiter ma cabane solitaire. » La femme lui raconta, tout en pleurant, ce qui lui était arrivé. « Console-toi, lui dit la vieille, je viendrai à ton secours. Voici un peigne d'or. Attends jusqu'à la pleine lune, puis rends-toi près de l'étang, assieds-toi sur le bord, et passe ce peigne sur tes longs cheveux noirs. Quand tu auras fini, dépose-le sur le bord et tu verras ce qui arrivera alors. » La femme revint, mais le temps lui dura beaucoup jusqu'à la pleine lune. Enfin, le disque arrondi brilla dans le ciel, alors elle se rendit près de l'étang, s'assit et passa le peigne d'or dans ses longs cheveux noirs. Et quand elle eut fini, elle s'assit au bord de l'eau. Bientôt après, le fond vint à bouillonner, une vague s'éleva, roula vers le bord et entraîna le peigne avec elle. Le peigne n'avait eu que le temps de toucher le fond que le miroir de l'eau se partagea. La tête du chasseur monta à la surface. Il ne parla point, mais regarda sa femme d'un air triste. Au même instant, une seconde femme vint avec bruit et couvrit la tête du chasseur. Tout avait disparu. L'étang était tranquille comme auparavant, et la face de la lune y brillait. La femme revint, désespérée, mais un rêve lui montra la cabane de la vieille. Le matin suivant, elle se mit en route et conta sa peine à la bonne fée. La vieille lui donna une flûte d'or et lui dit « Attends jusqu'au retour de la pleine lune, puis prends cette flûte. Place-toi sur le bord, joue sur l'instrument un petit air, et quand tu auras fini, dépose-la sur le sable. Tu verras ce qui se passera alors. » La femme fit ce que lui avait dit la vieille. À peine avait-elle déposé la flûte sur le sable que le fond de l'eau vint à bouillonner. Une vague s'éleva, s'avança vers le bord et entraîna la flûte avec elle. Bientôt après, l'eau s'entr'ouvrit et non seulement la tête du chasseur, mais lui-même, jusqu'à la moitié du corps, monta à la surface. Plein de désir, il étendit ses bras vers elle, mais une seconde vague vint avec bruit, le couvrit et l'entraîna au fond. « Ah !» dit la malheureuse, « que me sert de voir mon bien-aimé pour le perdre encore ?» La tristesse remplit de nouveau son cœur, mais le rêve lui indiqua une troisième fois la maison de la vieille. Elle se mit en route, et la fée lui donna un rouet d'or, la consola et lui dit « Tout n'est pas fini encore.
Attends jusqu'à ce que vienne la pleine lune, puis prends le rouet, place-toi au bord, et file jusqu'à ce que tu aies rempli ton fuseau. Quand tu auras achevé, place le rouet près de l'eau, et tu verras ce qui se passera alors. La femme suivit ce conseil de point en point. Dès que la nouvelle lune se montra, elle porta le rouet d'or au bord de l'eau et fila diligemment jusqu'à ce que son lin fût épuisé et que le fil eût rempli le fuseau. À peine le rouet fut-il déposé sur le bord que le fond de l'eau bouillonna plus violemment que jamais. Une forte vague s'avança et emporta le rouet avec elle. Bientôt, la tête et le corps tout entier du chasseur montèrent à la surface. Vite, il s'élança sur le bord, saisit sa femme par la main et s'enfuit. Mais à peine avait-il fait quelques pas que l'étang tout entier se souleva avec un horrible bouillonnement et se répandit avec une violence irrésistible dans la plaine. Déjà, les deux fuyards voyaient la mort devant leurs yeux, quand la femme, dans son angoisse, appela la vieille à son aide, et en un instant, ils furent changés, elle en crapaud et lui en grenouille. Le flot qui les avait atteints ne put les faire périr, mais il les sépara et les entraîna très loin l'un de l'autre. Quand l'eau se fut retirée et qu'ils eurent remis le pied sur un terrain sec, ils reprirent leur forme humaine, mais aucun des deux ne savait ce qu'était devenu l'autre. Ils se trouvaient parmi des hommes étrangers qui ne connaissaient pas leur pays. De hautes montagnes et de profondes vallées les séparaient. Pour gagner leur vie, tous deux furent obligés de garder les moutons. Pendant plusieurs années, ils conduisirent leurs troupeaux à travers les bois et les champs, accablés de tristesse et de regrets. Une fois, comme le printemps venait de refleurir, tous deux sortirent le même jour avec leurs troupeaux, et le hasard voulut qu'ils marchassent à la rencontre l'un de l'autre. Sur la pente d'une montagne éloignée, le mari aperçut un troupeau et dirigea ses moutons de ce côté. Ils arrivèrent ensemble dans la vallée, mais ne se reconnurent point. Pourtant, ils se réjouissaient de n'être plus seuls. Depuis ce temps-là, ils faisaient paître chaque jour leurs troupeaux l'un près de l'autre. Ils ne se parlaient pas, mais ils se sentaient consolés. Un soir, comme la pleine lune brillait au ciel et que les moutons reposaient déjà, le berger tira sa flûte de son sac et en joua un air gracieux, mais triste. Quand il eut fini, il remarqua que la bergère pleurait amèrement. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il. « Ah » répondit-elle, « c'est ainsi que brillait la pleine lune lorsque je jouais pour la dernière fois cet air sur la flûte et que la tête de mon bien-aimé parut à la surface de l'eau. » Il la regarda, et ce fut comme si un voile était tombé de ses yeux. Il reconnut sa femme bien-aimée. Et en la regardant, comme la lune brillait sur son visage, elle le reconnut à son tour. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassèrent, et s'ils furent heureux, qu'on ne le demande point. Bienvenue sur le je ne sais plus combienième vlog lecture sur les contes de Grimm, donc les contes choisis de Jacob et Wilhelm Grimm. On vient d'en lire 7, je suis arrivée à 74% du livre, ce qui représente, il en reste combien? Il reste de 30 à 40, donc il en reste 11 et je les ai divisés en deux, ce qui fera ensuite 2 vlogs lecture. Donc, par la suite, je vais finir ces 2 contes de Grimm, enfin ces contes choisis de Grimm. Comme je vous l'avais dit dans les précédents vlogs, j'ai un autre, je ne sais plus où je l'ai mis, mais j'ai un autre recueil de contes, mais qui ont l'air d'être très courts, et c'est un recueil qui doit faire une 60aine de pages, donc je pense que je peux les passer. Comme ce sont des contes qui sont très courts, je ne suis pas sûre de faire un vlog sur eux. Si c'est très très court, qu'il n'y a pas trop de matière et que c'est surtout un peu axé sur les enfants, je ferai peut-être pas de vlog parce que je ne saurais pas trop quoi en dire. Mais donc, eh bien, qu'est-ce qu'on a lu? Je retourne sur ma petite page parce qu'autrement je vais oublier vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. On a lu Les 6 compagnons qui viennent à bout de tout. Donc, on a encore une fois une figure de soldat qui se retrouve un petit peu ne sachant plus trop quoi faire de lui après la guerre. C'est quand même gonflé, je trouve, parce que je relis juste un petit bout du début. Quand la guerre fut finie, il reçut son congé avec 3 deniers de frais de route pour regagner ses foyers.
Tout cela ne lui convenait pas et il se promit bien, s'il trouvait seulement des compagnons, de forcer le roi à lui donner tous les trésors de son royaume. Et ben, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la piraterie. Ça me fait penser aussi, par exemple, aux Hells Angels ou comment on dit, aux clubs de motards qui se sont ouverts après la guerre du Vietnam. Bref, ça me fait penser à des militaires historiques qu'on a connus, qui à la fin de la guerre en fait ont vécu des choses affreuses et qui reviennent au pays et dont la souffrance, ce qu'ils ont pu faire aussi pendant la guerre, n'est pas reconnue. Ou voire même, je crois que c'était assez violent aussi pour les militaires qui avaient fait la guerre du Vietnam, qui était quand même une guerre qui était très décriée par ceux qui ne la faisaient pas, parce qu'il y avait quand même il y avait tout le mouvement contre la guerre du Vietnam à l'époque. Ce qui fait qu'en fait, ils revenaient dans un pays qui ne les reconnaissait plus, voire qui les pointait du doigt. Et c'était pas évident pour eux de reprendre une vie normale en ayant certainement des séquelles psychologiques, peut-être des séquelles aussi toxicologiques, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient tombés dans des addictions à diverses drogues, notamment l'opium, je pense, qui est de là-bas. Et ça me fait penser aussi à la piraterie, parce que si mes souvenirs sont bons, la naissance de la piraterie dans les Caraïbes, c'est un moment, c'est des militaires anglais, enfin des marins anglais militaires, qui se sont retrouvés un peu à l'autre bout du monde. On leur a dit, bon, la guerre est finie, tenez votre solde, démerdez-vous. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout chez eux. Du coup, ils ont un peu dû se dire, on va garder les bateaux. Et puis, on va faire un peu les brigands sur la mer. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, ce qui n'est pas évident du coup avec des recueils de contes de ce type-là, c'est que on ne sait pas trop à quelle époque ils sont nés, comment ils ont pu être transformés au fil du temps, ce qui fait que c'est pas évident de les dater. Donc on a comme indication, il me semble bien qu'il y a un chasseur qui a un fusil, mousquet, tout ça, je dirais 17-18e siècle, à la louche. Je pense pas que des armes à feu en Europe aient pu voir le jour avant. Mais enfin ça me fait vraiment penser, le conte, là, les 6 compagnons qui viennent à bout de tout, ça me fait vraiment penser à ces soldats en fait qui sont complètement décalés en reprenant une vie normale. Et ça me met une petite critique, je trouve aussi, sur qu'est-ce que deviennent les soldats et comment le royaume ou l'État, entre guillemets, les prend en charge à la fin de la guerre. Et ça me fait aussi vachement penser à la piraterie et au club de motards qui, au final, en fait, sont des mecs qui se sont retrouvés dans la même situation et c'est leur solidarité qui leur a permis de créer autre chose. Donc des gangs de motards qui sont potentiellement devenus des gangs de criminels ou des pirates qui ont même été jusqu'à mener... il y avait toute une réflexion autour d'une utopie au final. Ils étaient sanguinaires, mais ils ont créé aussi, il y avait Libertalia, il me semble, je ne sais pas si c'est légendaire, Libertalia, mais il y a tout un... Enfin, des gens qui se sont retrouvés, qui ont pris un peu leur libre arbitre à bras le corps et se sont dit on va faire autre chose parce qu'on nous a pris pour des cons et que on est capable en fait tout là-bas là on est abandonné, faisons quelque chose de nos vies et faisons quelque chose de l'environnement dans lequel on vit et aussi des compétences qu'on a acquises parce que c'était pas des branles non plus. En termes de navigation, etc. C'était loin d'être des branles. Et bref, ça m'a fait penser à ça et je trouve que ça a quelques... typiquement, vraiment, les 6 compagnons là, qui viennent à bout de tout, c'est un conte que je trouve qu'il y a des petits traits anarchiques qui sont assez séduisants. L'anarchie chez Grimm, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais oui, il y a un côté tout aussi solidarité, tout ça que je trouve vraiment sympa. Et après, on est quand même sur des... Bon, c'est très conte parce qu'on a
On a, lui, on va dire, l'astuce de ce soldat, c'est de savoir s'entourer de personnes qui ont des dons particuliers, sachant que lui, s'il a survécu et compagnie, c'est qu'il a quand même des... Il a certainement des compétences au niveau de la guerre, mais il a surtout aussi un peu des compétences de corps, de solidarité. Donc il sait s'entourer des bonnes personnes pour atteindre son but. Mais ce sont les bonnes personnes, entre guillemets, pour atteindre son but, qui sont quand même doués, qui possèdent des dons qui dépassent l'humain. On a quelqu'un qui est très fort, on a quelqu'un qui peut souffler en bouchant sa narine et faire tourner les roues des moulins, on a quelqu'un qui court très vite, qui court tellement vite qu'il s'enlève une jambe, on a un chasseur qui peut tirer du plomb dans l'œil d'une mouche à 3 plombes. Je ne sais plus qui sont les autres exactement, mais je trouve ça marrant, c'est assez séduisant. Je passe du coup aux nains magiques. Alors les nains magiques, si vous avez bien tilté, c'est 3 très courts contes qui font... certains font à peine une page, certains font 2 paragraphes, d'autres 1 page et demie. Et les nains magiques, c'est vraiment un peu les créatures du foyer qui viennent aider le cordonnier à fabriquer ses chaussures dans la nuit, ils viennent aider. C'est qui le deuxième? La servante aussi, qui doit... ils accueillent la servante chez elle pour la naissance d'un enfant nain, et quand elle ressort chez lui, quand elle ressort de chez les nains, au lieu d'y avoir passé 3 jours, elle y a passé 7 ans et ses maîtres sont morts. Et le dernier, c'est un peu le changelin, c'est l'enfant au berceau qui a été échangé par un enfant monstrueux, un enfant nain qui est très vieux. Et là, alors déjà, il y a plein d'éléments qui me rappellent aussi, mais c'était déjà le cas, je pense, pour le précédent vlog lecture, qui me rappellent des contes bretons, parce que des changelins, on en a eu, un peu esprit du foyer qui file un coup de main, ça on a eu aussi, et le fait que l'endroit où vivent les nains, la caverne dans la montagne, le temps s'y déroule différemment que chez les humains, on va dire, c'est vraiment là on touche à de la féerie. Et je trouve ça vachement intéressant, mais je suis très fan de ce genre de choses. Après, je peux pas en dire grand chose parce que c'est très très court, mais le changelin, j'aime beaucoup, là, les enfants échangés par les fées. C'est toujours super intéressant, ce genre de choses. Les 3 héritiers chanceux, c'est... Ah oui, ceux qui ont voyagé avec leur coq, le coq, la faux et le chat, et qui ont quitté leur terre ferme, on va dire, leur continent, pour trouver une île. On peut peut-être même supposer que ce soit la même île, qui ne connaissait pas le coq, donc qui ne connaissait pas la faux et qui ne connaissait pas le chat. Là, je trouve qu'il y avait des éléments vraiment... on passait quasiment du côté de l'absurde avec les gens qui fauchaient leur blé à coups de canon. Je trouvais ça excellent. Ou alors quelque chose un petit peu autour de la féerie peut-être aussi, avec les gens qui ne savaient pas mesurer le temps parce qu'ils n'avaient pas le coq pour chanter. Ou les gens qui étaient en veille de souris. Je trouvais ça très sympa. Il était très court, hein, il fait 1 page et demie, mais c'était très sympa aussi. On avait ensuite les 3 frères. Pour ça, oui, donc, pareil, là je trouve qu'on touche aussi un peu à la féerie, avec par exemple celui qui est maréchal ferrant, qui veut montrer qu'il sait faire son boulot et qui change les fers du cheval qui est en train de courir pour hériter de la maison de son père. Il y avait le barbier qui a réussi à tailler une moustache au lièvre qui courait. Et le dernier, c'est celui qui a taillé, entre guillemets, la pluie avec son épée et qui n'était pas mouillé. Ce qui fait que c'est le dernier, donc le maître d'armes, qui obtient la maison. Mais il va vivre avec ses frères parce qu'en fait, il n'arrive pas à se départager, même si la maison revient au plus jeune, parce qu'ils s'aiment beaucoup. Et je trouve ça aussi très...
C'est très sympa à lire. Enfin, c'est tout mignon, quoi. Je trouve que c'est vraiment feel good. C'est vraiment sympa. Ah, il y avait donc le fuseau, la navette et l'aiguille. Je l'ai vraiment aimé aussi. Je les ai tous aimés. Je suis vraiment fan des contes de Grimm, hein. On a toujours un peu la figure du prince, tout ça, l'opposition entre les riches et les pauvres. Et là, en fait, dès qu'on avait donc le fuseau, la navette et l'aiguille, c'est la jeune fille orpheline qui a été élevée par une vieille dame qui était sa marraine, qui lui a appris à filer. Et il y a un fuseau, une navette et une aiguille qui sont enchantés. Et le fils du roi cherche une femme. Il n'en pouvait pas choisir une pauvre et n'en voulait pas une riche. Aussi, disait-il, qu'il prendrait celle qui serait à la fois la plus riche et la plus pauvre. Et je trouve ça excellent parce que c'est... Et moi, j'ai tilté directement que la jeune fille serait à la fois la plus riche et la plus pauvre. Ça me fait penser un peu... Je ne sais pas si vous avez vu Viking, la série Viking. À un moment, Ragnar Lodbrok, il rencontre une femme, je ne sais plus, sa deuxième femme. Et... un petit peu à la blague, entre guillemets. Là, on frôle un peu la mythologie, le conte dans cette série. Cette série, dans la série Viking, les croyances sont vraiment bien amenées, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient Odin et compagnie, enfin de la mythologie nordique, et quand il rencontre Aslog, voilà, quand il rencontre Aslog, je crois que, enfin, ils sont séduits tous deux en se rencontrant. Et Ragnar est déjà roi, il me semble, ou au moins Earl et Jarl. Et on sent qu'ils vont se pécho, entre guillemets. Sauf qu'il dit il dit à Aslog, je veux te retrouver quand tu seras habillé mais pas habillé, que tu seras rassasié mais pas rassasié, et que tu seras accompagné mais en étant seul. Donc, elle se pointe avec une pomme qu'elle mange devant lui. Elle se pointe, elle est vêtue d'un filet de pêche, donc elle est nue et habillée, et elle est accompagnée d'un chien. Donc elle est seule et accompagnée, entre guillemets. Je vous ressors le truc, c'est très imprécis, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et je trouve que cette opposition entre riche et pauvre, enfin que la femme que le prince veut choisir soit à la fois riche et pauvre, c'est une pauvreté, on va dire, de fait, parce qu'elle n'a pas une thune, mais elle est riche de son savoir, de ses compétences, elle est riche de ce fuseau, cette navette, cette aiguille, qui sont enchantées alors qu'elle ne le sait pas. Et j'ai trouvé ça très mignon, mais je trouve que c'est vraiment une thématique qui est récurrente chez les Grimm, donc c'est en Allemagne, il me semble, hein. Le côté rouet, filet, compagnie, là, c'est vraiment très récurrent et je trouve ça super intéressant à lire. On avait ensuite la gardeuse d'oie près de la fontaine. Bah, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Grendel et sa mère. Grendel, c'est le monstre qui est dans... attendez, je vais regarder sur internet que je ne m'en souviens plus. J'avais lu un super bouquin. Voilà. Grendel est un personnage du poème anglo-saxon Beowulf. Bon, je le dis comme ça passe. Beowulf, c'est très vieux, il me semble. Le Beowulf est un poème épique majeur de la littérature anglo-saxonne, probablement composé entre la première moitié du XVIIe siècle et la fin du premier millénaire. Le poème est inspiré de la tradition orale anglo-saxonne et retranscrit une épopée germanique en vers. Bah, ça me fait vraiment penser à ça. Parce qu'il y avait cette jeune fille qui était vêtue d'une peau qui la rendait laide et la rendait forte. Et ça me faisait vraiment penser un peu à une figure du monstre comme ça. Je trouvais ça vachement intéressant. Si c'est une thématique qui vous intéresse, Grendel, Beowulf et tout ça, dans la suite d'American Gods, ça fait quelques vidéos que je n'ai pas parlé de Neil Gaiman, zut. Donc dans une des suites d'American Gods qui est
le monarque de la vallée. Il y a Grendel et sa mère. Donc la mère de Grendel, c'est une créature aussi monstrueuse. Donc Grendel, c'est vraiment la figure du monstre, hein. Il est fort, il est laid. Sa mère, elle fait plus d'ascendance divine et le côté assez... comment dire fatal, on va dire. Fatal. Le côté fatal autant que destin, fatalité, ou le côté fatal de décès. Et enfin, vous sentez la personne qui est puissante et qui maîtrise plein de choses que le héros est loin de maîtriser. Et pour Beowulf aussi, non, pour Grendel toujours, il y a donc il est présent dans la nouvelle Le Monarque de la Vallée, parce que c'est une nouvelle qui est sur les monstres, donc c'est super intéressant que Shadow va peut-être combattre. Et je crois que c'est la première nouvelle qui fait suite à American Gods. Ensuite, il y a Le Dog Noir et Anansi Boys est dans le même univers avec Anansi qui est un personnage d'American Gods, mais ça peut être complètement lu à part. Donc si vous voulez un peu mettre le pied, mais pas trop, dans American Gods, je vous conseille de lire d'abord Anansi Boys. Si ça vous intéresse, c'est très marrant, hein. Anansi Boys, j'adore, c'est très très drôle. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur American Gods, où on est un peu plus sur un truc de conte décalé, comme ça. Je reviens rapidement sur Grendel, je vais essayer de trouver aussi... j'ai lu un Grendel roman. J'ai lu un bouquin sur Grendel. Ah, c'est lui. Je vais vous mettre le lien. Oh, j'ai adoré. Alors, je vais vous donner les références. C'est Grendel de John Gardner, qui a été publié chez De Noël et en 2011. Et là, c'est Grendel qui narre l'épopée de Beowulf du point de vue du monstre. S'est imposé en moins de 40 ans comme un des grands classiques de la fantaisie anglo-saxonne. Court, brutal, d'un humour ravageur, ce conte philosophique frappe le lecteur avec la force d'une comète dans l'éblouissement. C'est vraiment, j'ai vraiment aimé cette lecture. C'est particulier, hein. J'ai l'impression que ça... Il n'y a que 7 critiques sur Babelio. C'est vraiment très particulier. Mais il est noté... Ouais, il n'y a que 7 critiques, il y a 2 à 5 étoiles, 5 à 4 étoiles. Ces 7-là ont donné une critique, et sinon c'est du 3 étoiles et du 2 étoiles, mais sans critique derrière. C'est très particulier, mais j'ai vraiment aimé. Je vous mettrai le lien si ça vous dit de le lire. Et bref, ce conte-là, la gardeuse d'oie près de la fontaine, on est vraiment sur... la vieille qui est prise pour une sorcière par les gens du village, mais en fait elle se révèle être une fée, si je ne me trompe pas. La vieille était une fée. Et la jeune fille était la troisième fille du roi, qui n'a pas su comment exprimer son amour. « Et toi, lui dit son père, comment m'aimes-tu » ? « Je ne sais pas, répondit-elle, et ne puis comparer mon amour à rien. » Mais le père insista pour qu'elle désignât un objet. C'est la jeune fille qui pleure des perles et des pierres précieuses. C'est vraiment... je trouve ça hyper poétique. J'ai vraiment aimé. Là, franchement, tous ces poèmes-là, je suis vraiment très fan. Et la dernière, c'était Londine de l'étang. Et Londine de l'étang, je crois que j'ai déjà conseillé la... Pour ceux qui sont abonnés à Netflix, il y a une super série télé une super série de courts-métrages d'animation qui s'appelle Love, Death and Robots. Dans la 3e saison, il me semble que c'est le tout dernier, il y a un long, je crois que c'est un court-métrage qui doit durer 15 à 17 minutes, un truc comme ça, qui s'appelle Jibaro. Jibaro qui est c'est un des plus longs de la série Love, Death and Robots. C'est l'épisode 9 de la saison 3. Et là, on est sur
Il y a assez peu de... Enfin, de manière générale, dans cette série de courts-métrages, il y a assez peu de dialogue en général. Ça dépend desquels. Mais Jibaro est complètement muet. Enfin, muet, il y a de la musique. Il y a une musique, mais truc de fou. Vous avez l'impression d'écouter de la musique classique avec quelque chose de très électro, du son qui se distord, etc. Et je vais juste vous dire le petit à propos, c'est que je trouve sur Google là. Un chevalier sourd et une sirène sont entraînés dans une danse mortelle et se lancent ensemble dans une mission, une attraction fatale, teintée de sang, de mort et de trésors. Ça a été diffusé le 20 mai 2022, c'est certainement encore sur Netflix. Je peux pas vous dire, je ne suis plus abonnée. Je vais me réabonner quand j'aurai retrouvé du taf. Mais j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre d'animation. Entre la musique, l'esthétique, le mouvement, vous voyez qu'ils ont vraiment fait appel à des danseurs pour ça. Il y a un côté, c'est hyper creepy. Puis c'est une sirène, mais c'est vraiment du côté de... c'est une créature féerique qui n'est pas du tout humaine et qui est presque prédatrice et tout ça. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup retrouver dans des livres ou des films sur des créatures, les vampires, etc. C'est des gens qui... Bon, les vampires, ils ont été humains, ils ne le sont plus. Mais les créatures féeriques ne sont pas humaines. Donc pourquoi leur accoler un comportement humain? Ils ne sont pas humains. Si ces créatures-là existaient, faut pas du tout les envisager avec notre grille de fonctionnement, de comportement, etc. C'est comme si on rencontrait des extraterrestres, c'est complètement différent. Mais enfin bref, l'ondine de l'étang, ça me fait vraiment penser à ça. Et, et là aussi, c'est une petite vieille qui file un coup de main, je trouvais ça vachement intéressant. J'ai trouvé vraiment poétique aussi, c'était beau, là ça finit bien, ça fait du bien par rapport à des contes qui sont un petit peu plus glauques, c'est vraiment chouette. J'ai vraiment aimé, hein. Je suis beaucoup plus en kiff avec les contes fantastiques ou contes facétieux, mais je suis vraiment plus en kiff avec les créatures. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel du conte. J'aime bien après aussi quand il y a des personnages qui sont astucieux, mais vraiment là, j'ai vraiment aimé la lecture. Putain, ça fait 26 minutes que je cause, je vais peut-être me taire un peu un moment. Donc, comme je vous disais, il reste 11 chapitres. Je pense que j'ai divisé en 2 vlogs lecture. Donc, dans 2 semaines, ça sera fini. Et je vous redirai, parce que je regarderai de plus près l'autre recueil de contes courts qui fait que 60 pages. Mais 60 pages, je ne vais peut-être pas le faire en une seule fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette lecture. N'hésitez pas à me suggérer des lectures à faire aussi. Donc je pense bien à Anderson et Perrault, et comme je vous ai dit, j'ai des contes d'ailleurs aussi, mais j'aimerais bien rester dans le domaine public, enfin dans ce qui est libre de droit, pour éviter d'avoir des vidéos qui soient annulées, enfin qui soient ciblées entre guillemets par YouTube, parce que YouTube repère très bien qu'on a des trucs qui ne sont pas libres de droit. Par exemple, pour les musiques que j'écoute, vous savez, il y a le droit de citation, je crois qu'on peut citer 6% de l'œuvre, un truc comme ça. Et pour les musiques, quand je dépasse 6%, par exemple, si j'ai 10% si j'ai 10 secondes d'un morceau de musique qui en coûte 60, on m'alerte en fait au niveau du droit, qui en dure 60, pardon, on m'alerte au niveau du droit, tout en me disant que l'auteur autorise l'utilisation de son morceau de musique sur YouTube. Mais du coup, ça me fait flipper. Mais bref. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous conseille très fort de lire Grendel, Neil Gaiman évidemment, et de regarder Jibaro. Je crois que j'ai traumatisé Céline. J'ai même écrit sur Jibaro, hein. Si ça vous dit, bon allez, je suis jouée, je vais le laisser en lien. Je vous dis très rapidement dans quel contexte j'ai écrit sur Jibaro.
Je fais une série de crossovers entre Harry Potter et le Marvel Cinematic Universe. Donc, de Harry Potter, j'ai pris le personnage de Dorcas Meadows, qui à l'origine est une sorcière qui a été censément tuée elle-même, tuée par Voldemort lui-même, au cours d'une bataille où il y a aussi un autre sorcier qui est mort, il me semble. Et j'ai pris le personnage de Nick Fury, Nick Fury, qui est le directeur du SHIELD et qui est un peu l'homme qui sait tout. Et qui est très puissant, on va dire, en termes de gestion d'informations et compagnie. Parce qu'il connaît plein de choses. Et en gros, Nick Fury, il est en train de subir des vacances en Angleterre et Dorcas lui tombe dessus. Donc il se dit, il y a une meuf qui vient de tomber du ciel, c'est bizarre. Donc il la ramasse. Et en fait, ils vont comme ça avoir Elle est elle est complètement traumatisée par la guerre et parce qu'elle a failli tomber. Elle a été grièvement blessée, mais elle a réussi à se rafistoler et à s'empêcher de tomber trop lourdement. Et ils vont Dorcas comme ça va intégrer plus ou moins le SHIELD tout en étant plus ou moins vachement surveillée. Participer à des missions du SHIELD avec Nick. Nick qui la garde à l'œil. Vous pensez bien, vu le personnage, Nick Fury la garde à l'œil. Et parmi leurs missions, en fait, il y a un moment, il va y avoir une mission qui touche vraiment les sorciers. Parce que il y a des touristes qui disparaissent, je ne sais plus exactement où, en Amérique latine. Et c'est un truc bizarre. Il y a des légendes étranges et compagnie. Dorcas, elle met le nez dedans, elle fait « Ouh, ça c'est pour les sorciers ». Donc, elle y va, elle dit aux autres membres de l'équipe du SHIELD « Vous n'y allez pas ». Et parce que la sirène, en fait, son chant attire les gens à elle et ils vont se noyer dans les temps. Ce qui fait qu'elle empêche tout le monde d'y aller, de se noyer, etc. Et il se passe quelque chose avec la sirène, en fait. Parce que là, c'est un triple crossover où on est après l'histoire de Jibaro. L'histoire de Jibaro, moi je vous jure, en 15 minutes, mais j'étais en larmes. Elle est dure, ce court-métrage, il est super... Enfin voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Je pense que ça peut se lire un peu indépendamment des autres textes que j'ai écrits sur Dorcas et sur Nick Fury, mais dans la progression de Dorcas, la rencontre de sa sirène, la rencontre de cette sirène, ça va la guérir. Et c'est quelque chose d'important. Même si elle va rester trauma parce qu'elle a vécu, ça va la guérir de pas mal de choses. Je m'arrête là parce que ça fait une demi-heure que je papote, 32 minutes. À tout bientôt et rêvez tout plein et apprenez à filer, on ne sait jamais. Bisous!